Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver pour ce nouveau débat sur France 3 Aquitaine. Débat consacré ce soir aux élections municipales à Biarritz, une municipalité du Pays Basque très convoitée. 7 listes au premier tour, dont celle du maire sortant, Michel Venac, qui avec 12% des suffrages a finalement décidé de se retirer. Il reste aujourd'hui 4 listes pour le second tour. Voici leurs représentants sur ce plateau. Maïder Arostegui, tête de liste pour Biarritz pour vous, Union de la droite. Nathalie Motsch, tête de liste Biarritz en a besoin, divers centres. Bonjour. Jean-Benoît Saint-Cric, tête de liste Biarritz ensemble, divers droite. Bonjour. Guillaume Baruc, tête de liste Biarritz nouvelle vague verte et solidaire, divers. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et regardons à présent vos résultats lors du premier tour. Maïder Arostegui, 31,5%, Guillaume Baruc, 16,2%, Nathalie Motsch, 14,2%, Jean-Benoît Saint-Cric, 10,6%, un premier tour marqué par une participation très faible, 59,4%, c'est le taux d'abstention. Alors, il faut rappeler que Biarritz est une ville tenue par des maires MoDem depuis 1991, Michel Venac, et avant lui, pendant 23 ans, Didier Borotra. Didier Borotra qui a affirmé, je cite, « Biarritz se gagne au centre ». Vous partagez cette analyse, Jean-Benoît Saint-Cric, vous qui avez intégré dans votre liste justement des colistiers de Michel Venac. Oui, je crois qu'effectivement, il avait tout à fait raison. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons une liste qui, certes, vous avez qualifié de divers droite, mais qui en réalité... C'est pas moi, c'est la préfecture qui l'a qualifié de divers droite. Regroupe un certain nombre de personnes qui sont de diverses sensibilités. En fait, nous n'avons pas d'étiquette parce qu'effectivement, nous avons des sensibilités modérées qui vont du centre droit jusqu'à même certaines personnes de sensibilité de gauche qui figurent parmi les colistiers. Alors, Michel Venac n'a pas donné encore de consignes de vote. Vous les espérez, ces consignes de vote en votre faveur ? Nous n'avons pas demandé particulièrement à recevoir un soutien. Par contre, il est clair que cette fusion s'est faite avec son assentiment. Vous le savez, il n'est pas possible de faire de fusion de liste. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir dans la liste de Biarritz Ensemble 9 colistiers de Michel Venac qui ont fait le choix de nous rejoindre. Et je trouve que c'est bien parce que ça nous donne effectivement, je dirais, un poids supplémentaire pour affronter cette élection dans de bonnes conditions. Alors, 5e candidature pour vous, est-ce que c'est, à votre avis, un avantage ou un handicap ? 5e, non, 4e. 4e. Pas encore suffisamment vieux pour cela. Donc, 4e candidature, pour vous, c'est un avantage, un handicap ? Écoutez, je considère que c'est un avantage parce qu'effectivement, j'ai vu un certain nombre de situations. Bon, il est vrai que j'ai été le grand opposant au maire de Biarritz dont vous parliez tout à l'heure, mais effectivement, à l'occasion de ces mandats, les gens ont pu voir que j'étais tout à fait capable de soutenir un certain nombre de projets lorsqu'ils étaient bons. Donc vous vous qualifiez de centriste ? Je pense que oui, centre droit, voilà, c'est essentiellement dans cette optique que je me situe. Alors Guillaume Baruc, vous, votre liste a fusionné avec la liste Euskal-Herrian Verte et Solidaire, une liste qui affiche plusieurs couleurs politiques, dont les Abertzale, la gauche nationaliste basque. Vous vous positionnez où, vous ? Alors moi, je suis très clairement un centriste assumé, centriste écologiste depuis toujours, sans étiquette. Alors c'est sûr que c'est un peu cocasse de voir des candidats de droite pure se revendiquer du centre. Jean-Benoît Saint-Cric a toujours été de droite. Maïder Arostegui ne cache pas qu'elle est candidate Les Républicains. Et Maïder Arostegui et Nathalie Motsch, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet, vu que l'une est partie de LR pour aller à l'UDI, et vice-versa. Donc, je suis un candidat centriste et je porte une liste équilibrée au centre. Parce qu'à Biarritz, ce qui est important, c'est d'avoir un bon équilibre. Ce n'est pas juste d'avoir des centristes mous dans une liste, c'est d'avoir un peu de gens de droite, des gens du centre, des gens de gauche. Donc nous assumons cette diversité, mais qui est équilibrée, et j'assure justement ce point d'équilibre au centre. Alors, pour vous, on ne peut pas vraiment parler de second tour, hein, on vous l'avait dit en préparant cette émission, avec la Covid-19 et le départ de Michel Venac. Pour vous, c'est vraiment une toute nouvelle élection qui commence ? Tout à fait. C'est une nouvelle élection parce que nous avons traversé une crise terrible. Les préoccupations des gens ont changé. Ça veut dire que les chiffres du premier tour, pour vous, n'ont pas lieu d'être ? Ah si, c'est une base, mais je pense qu'on peut avoir des surprises. Alors on espère des bonnes, mais on a l'impression qu'en France, il y a une vague verte. En tout cas, les préoccupations des citoyens sont très écologiques. Beaucoup de points de notre programme, vous allez le voir tout à l'heure, étaient déjà en avance sur ce qu'il fallait mettre en place aujourd'hui. Donc nous avons voulu constituer cette alliance autour de l'écologie. Donc vraiment, ça c'est le fil conducteur, l'écologie, l'urgence sociale
On va reparler des Et thèmes nous un peu avons une plus tard. équipe pour faire face à ces défis. Alors Maïder Arostegui, vous l'entendez, hein, tout le monde vous donne une étiquette les Républicains, et pourtant vous dites que ce n'est pas du tout le cas et que vous vous positionnez aussi comme une centriste. Alors comment les électeurs peuvent-ils s'y reconnaître? Non, je ne me positionne pas du tout comme une centriste. Je refuse les étiquettes politiques. Je veux rompre avec cette tradition de tripatouillage et de se définir par rapport à une étiquette politique. D'abord, tripatouillage, c'est par rapport à ceux qui ont fait des fusions. Tripatouillage, c'est par rapport à ceux qui ont fait des fusions, ou en tout cas des assemblements, ou plutôt des renoncements qui conduisent, on l'a vu d'ailleurs depuis ces 6 dernières années, à des explosions de gouvernance. Moi, je cherche à rompre avec ces pratiques. Et apparemment, la proposition que j'ai faite au Biarro leur a plu, puisqu'à plus de 31%, ils ont adhéré non seulement à la proposition de programme, et en tout cas sur le terrain, je vois que le fait de ne pas avoir changé ma liste et de ne pas l'avoir changée de façon tout à fait volontaire est quelque chose qui plaît. Je n'ai pas la droite honteuse. Je revendique effectivement d'appartenir à un parti. Je suis fière, ce parti m'a donné sa confiance. Mais comme depuis le départ, j'ai fait un rassemblement d'hommes et de femmes de plusieurs provenances politiques, nous avons décidé, et c'était mon engagement de femme engagée, de ne pas porter l'étiquette des Républicains sur la liste, qui est donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de divers droite. Alors, Nathalie Moch, vous aussi, vous les avez refusés, ces tripatouillages, comme dit Madame Arostegui? Oui, je les ai refusés parce que je reste constante dans mes positions. Alors, j'aime beaucoup voir tout le monde flirter avec le centre. Il faut quand même ramener les choses dans la vraie situation. D'abord, pour répondre à Guillaume Baruc, bonnet blanc et blanc bonnet, pas vraiment. Moi, j'étais une femme qui était à l'UMP, on est parti quand Laurent Wauquiez en a pris la présidence, parce que je ne me reconnaissais plus dans cette famille politique, et je suis partie à l'UDI, où je suis très heureuse et très bien. Et d'ailleurs, je suis soutenue par tous les cadres nationaux et locaux de l'UDI. Ensuite, il n'y a pas eu d'alliance, il faut dire pourquoi. Parce que Guillaume Baruc est parti dans une coalition improbable, dans lequel il flirte entre Retailleau, Mélenchon, et ça va pas faire beaucoup de mousse tout ça, et c'était pas du tout ma façon de voir et d'envisager la politique. Donc aujourd'hui, il y a une offre centriste, et je suis la seule à la présenter, à la porter. Je suis soutenue par Didier Borotra, l'ancien maire MoDem, par Jean-René Tchegaray, qui représente l'UDI, quand Madame Arostegui était encore, au moment des législatives, soutenue et par LR et par RN. Donc je crois qu'il faut dire... Je n'ai jamais été soutenue par le Rassemblement national. Madame Moch, vous ne pouvez pas dire des choses aussi énormes et surtout aussi fausses. Bah si. Non, absolument pas. À aucun moment. J'étais soutenue par l'Union de la droite et du centre, et justement à l'époque, l'UDI m'avait soutenue. Et si vous regardez mes éléments de programme de 2017... Non, aux législatives, vous n'avez pas été soutenue. Aux législatives, je représentais l'Union de la droite et du centre. Nous avions un accord national. Vous pouvez vérifier. Bien. Alors finalement, qui est centriste? Alors vous, Monsieur Baruc, clairement, vous vous déclarez centriste. C'est pas tellement l'avis de Madame Moch et de Madame Arostegui. Ah mais pourtant, centriste assumé depuis toujours. Mais pour répondre quand même... C'est le centre insoumis. Non mais j'aimerais répondre quand même, parce qu'il y a un peu d'hypocrisie quand même là-dedans. Nathalie Moch était demandeuse de prendre la tête de cette coalition. Non, ça c'est faux. Vous vouliez être numéro 1 bis, et à partir du moment où ça ne s'est pas fait comme vous le souhaitiez, vous vous êtes mis à accuser... Vous m'avez proposé la 6e place, Guillaume Baruc. Et vous savez à quel point on a été très déçus de votre comportement pendant le confinement. Votre médiatisation outrancière sur l'ouverture de la plage Dynamique... Vous êtes donc allé taper à la porte de M. Baruc pour qu'il vous fasse une proposition. Non, c'est lui qui est venu me voir et me l'a proposé. C'était plus possible avec nos équipes. Il y a une rupture qui a été consommée pendant le confinement. La 3e place de femmes sur une coalition écologiste. La première place était occupée par Lisiane Bravo, qui représente EELV, premier parti écologiste de France. La 2e place par Corinne Martineau, qui représente Écologie Bleue. Et vous seriez arrivé en 3e position avec votre mouvement écologiste indépendant qui est plus confidentiel. Et il y avait une certaine cohérence. Après, ça ne s'est pas fait. Mais maintenant, ne dites pas pique-pendre sur nous, alors que vous vouliez nous rejoindre à la base. Guillaume Baruc, n'oubliez pas ce qui s'est passé pendant le confinement. Mes équipes ont été soulagées que cette alliance ne se fasse pas, parce qu'on n'a pas partagé les mêmes dossiers. Moi, pendant que vous étiez en train d'être sur toutes les télés, j'avais Sylvie qui était infirmière et qui est infirmière dans mon équipe, et qui vivait un drame absolu dans un EHPAD. Oui. Donc, je vous rappelle juste, Mme Moch, que je suis médecin et que j'ai travaillé tous les jours pendant cette période de Covid. Ouais, alors on va clôturer parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Monsieur Saint-Cricq, vous voulez réagir? Je vous vois un petit peu... excédé par ses propos. Non, excédé pas du tout. Mais en tout cas, ils vous font sourire, en tout cas. Oui, ça me fait sourire. Pourquoi? Parce que le centre... C'est à géométrie variable? Lorsque l'on est avec des gens de la France insoumise, je vois mal comment on peut se revendiquer du centre. Attendez. Donc, ils ont quand même une grande place dans sa liste. Il n'y a pas
de France Insoumise, c'est de la quasiment diffamation, maître. Il n'y a pas de France Insoumise. Monsieur Acco, voilà. je crois que vous l'oubliez. Dans la coalition, vous regardez les logos des partis. Voilà, donc, Madame Arostegui, un dernier mot pour clôturer ce premier chapitre. On le sent bien, c'est difficile aujourd'hui d'afficher un parti politique. En tout cas, les électeurs, c'est peut-être pas très vendeur aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit une question d'être vendeur ou pas. C'est simplement un engagement que j'ai vis-à-vis de mes équipes parce que ce rassemblement large d'hommes et de femmes modérés qui partagent des valeurs humanistes, je le travaille depuis le mois de février 2019, date à laquelle nous avons créé une association qui est partie en campagne. Donc mon engagement pour que des gens de centre-gauche, de gauche et du centre aussi, quelques-uns, également des marcheurs, me rejoignent. L'engagement, c'était de ne pas déposer une étiquette en préfecture et j'ai tenu cet engagement. Très bien. Alors, il y a un événement que personne n'aurait pu prévoir et qui bouleverse la vie sociale et économique. C'est évidemment l'épidémie de Covid-19 et tous vos programmes incluent désormais de fait pour ce second tour des mesures précises. Quelles sont-elles, Guillaume Baruc ? Alors moi déjà j'ai l'avantage d'être adjoint au maire en fonction. C'est-à-dire que si les électeurs me font confiance, je prendrai sans transition la tête de la mairie en connaissant déjà les services et sans transition on va dire. J'ai constitué une équipe immédiatement opérationnelle avec toutes les compétences. On fléchera exactement, on pourra vous dire qui fait quoi. Donc il n'y aura pas de temps de transition. Ensuite, nous avons établi un plan post-Covid que nous distribuons au Biarrot à l'heure actuelle, qui consiste en premier lieu à réaménager l'espace public pour permettre aux activités commerciales, de restauration notamment, de se tenir sur l'espace public, aux activités culturelles également, aux activités sportives, et de mieux utiliser cet espace pour faire face finalement à cette crise économique qui est terrible pour nos commerçants. Voilà. Et donc la ville a mis en place toute une série de mesures déjà, d'aide, d'exonération, que nous allons renforcer. Donc vous les confirmez, ces mesures prises de lors du dernier conseil municipal ? Bien sûr qu'on les confirme, ça va tout à fait dans le bon sens, mais il faudra aller encore plus loin parce que la crise, même si on espère une saison honorable, la crise malheureusement, elle va nous suivre derrière pendant plusieurs mois. Donc nous avons tout un plan d'économie. Et par rapport à ça, nous avons dû renoncer à certains projets. Alors par exemple, vous aviez envie par exemple de faire de la cantine gratuite pour les enfants à l'école. Alors voilà, tout à fait. Donc ça, c'est un projet qui est reporté parce que nous avons besoin de nos finances. Et donc la cantine gratuite, pour l'instant, ça restera une tarification sociale, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et nous reporterons ce genre de mesures quand la situation financière se sera assainie. Les grands projets également sont annulés ou reportés. Je pense notamment au parking que nous avions annoncé dans le quartier Foch. On ne le fait plus. Et tout projet sera soumis à avoir suffisamment de finances. Nous gérerons en bon père de famille, c'est-à-dire que nous ne ferons pas un projet sans avoir les sous pour le faire. Alors Jean-Benoît Saint-Cric, une perte de recettes de 4 millions d'euros estimée, soit 10% de recettes en moins par rapport à l'année dernière pour la municipalité de Biarritz. Ça veut dire une capacité d'investissement réduite ? Ça serait plutôt 5 millions d'ailleurs, si on regarde bien ce qui va se passer à la fin de l'année. Donc effectivement, oui, les capacités de remboursement de la dette, donc effectivement, seront diminuées. On peut souligner quand même que la municipalité de M. Venac avait redressé les comptes. Ah oui, mais je suis totalement d'accord avec cela. En tout cas, c'est ce qu'ils ont affirmé lors du dernier conseil municipal. Non, mais j'ai eu l'occasion de dire qu'effectivement, c'est une réalité et que grâce à cet effort qui a été consenti pendant des années, à ce redressement donc de notre ratio d'épargne, donc nous pouvons affronter la crise beaucoup mieux que beaucoup d'autres villes. Alors mon idée, c'est évidemment de maintenir un fort taux d'investissement. Je ne souhaite pas que nous amputions notre capacité d'investissement, bien au contraire, parce qu'on va avoir besoin économiquement de ces investissements de la ville. Par contre, c'est au niveau... Où vont faire les économies alors ? C'est au niveau du remboursement de la dette, parce qu'il y avait un programme très ambitieux de remboursement de la dette de l'ordre de 5 millions d'euros par an. Eh bien, écoutez, on va surseoir pendant 1 an ou 2 ou 3 s'il le faut pour maintenir le niveau, disons, d'investissement de cette ville, soutenir nos associations. J'ai pu entendre ou lire même certains candidats qui disaient qu'il y aurait des arbitrages à faire et que certains organismes se verraient leurs subventions réduites. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Les associations doivent impérativement être aidées et subventionnées dignement et voire leur budget augmenter parce que nous aurons besoin d'elles, nous avons besoin des bénéfices du secteur associatif, de l'économie sociale et solidaire, c'est une nécessité. Dire Arostegui, est-ce qu'il faudra quand même renoncer à certains investissements, en tout cas réduire un petit peu les ambitions que vous aviez lors du premier tour ? Nous avions un programme qui avait été concocté avec les Biarrots et pour les Biarrots. Ce projet était raisonnable.
Donc il nous permet aujourd'hui de nous adapter aux circonstances. Nous avions pour projet d'attribuer une enveloppe de 10 millions d'euros aux écoles. Nous continuerons sur cette enveloppe de 10 millions d'euros. Nous allons procéder à un audit des finances quand nous allons arriver, afin d'avoir une idée extrêmement précise. Confiance ? La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc je pense que ce sera important. Vous savez que mon métier, c'est d'être conseiller en organisation. J'ai travaillé pendant 25 ans dans des grands groupes et dans des entreprises moyennes à travers le monde. Mon métier était justement d'analyser, de chercher des sources d'amélioration et de les mettre en application avec les clients. Cette crise, elle est violente selon vous, ou elle va être finalement un peu amoindrie grâce à une gestion draconienne ? Eh bien, en tout cas, elle sera peut-être amoindrie parce que justement, nous avions des finances saines. Mon point d'interrogation à ce jour, ce seront les autres collectivités, comme par exemple le département. Vous savez que je suis conseillère départementale. Nous avons une commission cette semaine dans laquelle nous ont été présentés des chiffres. Et effectivement, notre endettement a augmenté à cause du Covid et notre épargne brute a diminué. Dans certains de mes projets, dont un en particulier qui me tient à cœur, qui est la résidence sociale pour personnes âgées, ce projet dépendra de l'accompagnement du département et donc pourra peut-être être décalé dans le temps. Quant aux arbitrages auxquels faisait allusion Jean-Benoît Saint-Cric, ce sont des arbitrages d'aide financière que nous apportons, non pas à des associations, mais à des entreprises privées. Donc cet arbitrage pourra être fait par rapport à des entreprises privées. Je tiens également aujourd'hui à vous annoncer que nous débloquerons une somme très importante d'1 demi-million d'euros pour aider le CCAS et pour aider également les acteurs culturels. Personne ne parle du ballet Malandin. J'ai rencontré Thierry Malandin il y a quelques jours. C'est pratiquement 1 million d'euros qu'il va falloir mettre en avant pour aider le ballet Malandin. Nathalie Motsch, vous, je crois que votre priorité va aux entreprises. Oui, enfin, vous l'avez dit, on va vivre un tsunami social sans précédent, une crise économique. Je rappelle les chiffres, un choc récessif de moins 11%, 2 millions de licenciements prévus pour la rentrée. Donc on est dans une situation qui est sans précédent et qui forcément m'alarme. Alors on va mettre l'accent naturellement sur une aide aux TPE. Je rappelle que 97% du tissu économique aux Pays-Bas relève de Elles TPE. ont déjà des aides de l'État, ces entreprises. Oui, elles ont des aides de l'État, mais vous avez 48% aujourd'hui des petites entreprises qui sont impactées, c'est-à-dire c'est les commerçants, c'est les artisans, c'est vraiment les indépendants qui aujourd'hui sont devenus les nouveaux précaires. Donc ce qu'on fera, c'est que dès qu'on va arriver, naturellement, on va rationaliser les finances de la ville, on va les auditer, ça va de soi, et je voudrais qu'on puisse tout de suite avancer un plan de soutien qui seront des mesures indirectes d'aide aux entreprises. Et puis par ailleurs, naturellement, je voudrais qu'on lance un grand chantier de gratuité des transports publics sur le réseau qui relève de celui de l'agglomération, mais il y a moyen, à travers le syndicat des mobilités, d'offrir la gratuité sur les transports, et ça participera d'une relance du pouvoir d'achat. Ensuite, il y a aussi quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est d'aider les enfants à travers un cartable pour tous, c'est-à-dire une aide complémentaire qui serait donnée aux familles au moment de la rentrée pour aider les ça, c'est foyers. en dehors du Covid, hein, c'est des choses en plus. Non, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous avez le pouvoir d'achat des familles qui est impacté, puisque beaucoup ont été en chômage partiel, et notre responsabilité, c'est de trouver des mesures. Alors, il y a l'angle social, à travers l'aide au CCAS, l'aide à l'épicerie sociale, enfin, toutes les batteries d'aides qu'on connaît par cœur, et puis il faut mettre un focus sur l'aide économique, et puis surtout, il va falloir innover. Et innover, c'est inventer des nouvelles solutions, c'est-à-dire apporter de la gratuité sur les transports, proposer aux résidents de payer moitié-mois leur abonnement résident. Et puis, j'y tiens aussi, on fera, et ça c'est anecdotique, mais c'est un clin d'œil à tous ces gens de l'ombre qui ont été si présents sur le terrain et qui ont fait un travail remarquable. On va lancer le macaron soignant pour que le stationnement soit gratuit pendant 6 ans pour tous ceux qui participent. On les a salués, on les a félicités tous les soirs à 20h. Il faut continuer à les aider. Alors, on l'a bien entendu, hein, vous avez tous des priorités en matière sociale, économique, culturelle, mais il va forcément falloir regarder aussi dans le rétroviseur et voir les projets qui avaient été décidés par la municipalité de Michel Venac et voir ce qu'on garde ou ce qu'on laisse, et ce qui nous amène à parler forcément du centre de formation du Biarritz Olympique. Un projet donc qui était estimé, je le rappelle, à 12 millions d'euros. Des études ont été lancées pour sa réalisation. Alors, Guillaume Baruc, est-ce qu'il faut renoncer, vu le contexte, ou trouver d'autres partenaires financiers ? Alors déjà, moi, je voudrais rassurer les supporters et les amis du Biarritz Olympique. Je viens de leur écrire, d'ailleurs, pour leur dire que je suis un supporter, moi aussi, du BO. C'est mon arrière-grand-père qui a fondé ce club en 1913. Et nous accompagnerons le BO dans ses projets, dans son projet de nouveaux stades, dans son projet de nouveaux espaces commerciaux pour donner une autonomie financière au club, dans le projet également
immobilier, mais qui concernera les biarros, avec du logement à majorité, à 60% au moins de logements à prix abordable. Et il y a la question du centre de formation. Oui, un centre de formation à Biarritz pour le rugby, mais un centre de formation que je propose du Pays Basque. Parce que si vous voulez trouver des financements, si vous dites demain à l'agglomération, si demain nous sommes élus à l'agglomération, et qu'on dit oui, on veut juste de l'argent pour notre petit centre de formation à Biarritz alors qu'il y a le même à Bayonne, les collègues, ils vont rigoler. Donc, il faut voir plus grand. Alors, un centre de formation, le rugby, ça ne se joue pas qu'à Biarritz, ça se joue au Pays Basque Nord et au Pays Basque Sud. Alors, lors du débat du premier tour, Lisiane Bravo était sur ce plateau, qui est désormais sur votre liste. Elle disait « Pas 1 euro d'argent public pour un projet privé ». Est-ce que vous allez suivre cette voie, finalement ? Écoutez, moi, en tout cas, pas un sou d'argent communal. La ville n'a plus les moyens. La ville n'a plus les moyens de subventionner un club privé. Comment on le finance alors ? Quand vous donnez 500 000 euros au Biarritz Olympique, Pays Basque, je précise, parce qu'il y a l'omnisport à côté, avec les sports amateurs qui ont besoin d'être soutenus eux aussi, qui eux ne profitent pas de cette manne. Donc quand vous donnez de l'argent à une structure privée, vous avez moins d'argent pour le CCAS, moins d'argent pour l'épicerie sociale, moins d'argent pour les acteurs culturels. Comment vous le financez, ce centre de formation ? Écoutez, moi... Quand les dirigeants nous ont proposé ce centre de formation initialement, ça devait être financé sur de l'argent privé. Donc moi, je crois qu'il y a des gens qui ont de l'argent au Pays Basque et qui s'intéressent au rugby et qui pourraient Donc vous cherchez des partenaires financer... privés ? Ah oui, tout à fait. Mais vous savez, il n'y a pas à aller très loin. On est à Bordeaux aujourd'hui. Vous avez un stade qui a lui-même été cofinancé. Donc le maximum d'argent privé dans ce projet sera le bienvenu. Et en tout cas, des fonds de l'agglomération, mais la ville n'a plus l'argent. C'est un discours de raison que je tiens. Alors, Jean-Benoît Saint-Cric, vous parlez d'un projet gagnant-gagnant. Ça veut dire que vous signez un blanc-seing, Jean-Baptiste Aldigier ? Non, certainement pas. En réalité, ce centre de formation, nous le voulons pour notre ville. Ce n'est pas spécialement par rapport donc, au club lui-même, qui est une SA objet sportif. Ce que nous voulons, c'est précisément que le plateau sportif intègre un centre de formation. Donc, dans ce contexte, ce que nous savons, c'est qu'à l'occasion de la ZAC qui a été mise en place, donc nous avons un certain nombre de terrains qui font partie du foncier. Il y a 9 hectares à Aguilera. Qui vont pouvoir être concédés donc, à des opérateurs privés et qui vont nous procurer des fonds. Donc il ne s'agit pas de sortir de l'argent des finances publiques, il s'agit de matérialiser donc, la construction de ce centre grâce notamment à du foncier qui va être mis à disposition. Ce n'est pas exactement la même chose. Alors que sur Bayonne, voyez-vous, ça fait beaucoup moins de problèmes. Je peux dire que 13 millions d'euros vont être consacrés au centre de formation de Bayonne. À Biarritz, on dirait que c'est un drame. Donc oui, il y a quand même... C'est pas la ville de Bayonne qui finance. Mais oui, non, mais si, bien sûr que c'est la ville de Bayonne qui va financer. Regardez ce qui s'est passé, notamment avec la tribune Kampf. Chaque année, comme cette tribune Kampf a été réalisée précisément dans le même contexte que ce que l'Aviron se propose de faire aujourd'hui, en disant que c'est l'Aviron bayonnais qui va payer une partie de la moitié des équipements, en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Derrière, vous avez des subventions municipales ou des subventions de l'agglo qui interviennent. Donc, au résultat, c'est toujours les mêmes qui payent, les contribuables. Bon. Tandis que nous avons du foncier que nous pouvons mettre à disposition pour réaliser cette opération sans bourse déliée. Baïder Arostegui, est-ce que vous allez soutenir le BO à tout prix ? Alors, nous avons la chance d'avoir des fonds privés, c'est-à-dire un actionnaire privé aujourd'hui qui est propriétaire de ce club. J'ai toujours dit que je souhaitais développer des relations publiques-privées qui puissent aider la ville. Il est évident que post-Covid, ça n'est pas à la municipalité de donner de l'argent public à une entreprise privée. Par contre, je trouverais normal que des investisseurs qui viennent dans notre ville, dans certaines infrastructures, puissent accompagner la ville dans son développement. Donc il faut revoir le montage financier. Il faut revoir le montage financier. Et je suis extrêmement satisfaite et heureuse de voir que finalement, Guillaume Baruch nous rejoint sur la nécessité de créer un centre de formation qui nécessairement sera un centre de formation pour tout le Pays Basque. C'est plutôt vous qui nous rejoignez parce que j'ai toujours été pour le projet BO et pour le centre de formation. Alors, on vous a beaucoup lu dans l'entre-deux tours en tapant à deux mains contre le BO je demande et contre juste ce projet de centre de formation. Deux choses, que la ville garde la maîtrise d'ouvrage sur le projet. C'est ce qui est écrit dans ce que nous avons signé. Sur finances municipales. Excusez-moi, mais heureusement que les conseils municipaux sont enregistrés parce qu'on pourra entendre ce qu'a dit M. Baruch à cette occasion. Et nous verrons que ce n'est pas du tout ce qu'il nous dit ce soir. En tout cas, je me réjouis. Et Guillaume Baruch, soyez parfaitement rassurés parce que ce seront des petits
petits Basques qui viendront de tous les villages du Pays Basque au centre de formation du BO, qui nous choisiront peut-être plutôt que celui de Alors, on va laisser la parole à Nathalie Moch. Alors vous, clairement, vous avez des mots assez durs concernant le BO. Vous disiez que c'était des méthodes de mafieux, je vous cite. Est-ce que vous restez sur cette position? Est-ce que vous pensez qu'il faut aider le BO ou est-ce qu'il faut confier effectivement tout ce montage à des partenaires financiers privés? Non, mais d'abord, il faut savoir quel est le montage actuel. Le montage actuel qui a été validé et voté par Madame Arostegui le 12 février dernier, c'est effectivement... Vous ne l'avez pas voté, vous? Non, non, j'ai même voté contre. Enfin, j'ai voté, mais contre. C'est quoi comme montage? C'est tout simple. C'est un centre d'entraînement à 12 millions d'euros hors taxes, hors coût de démolition, à destination exclusive d'une société privée, le BOPB, financée par un consortium d'entreprises qui résulte de la vente des terrains. Alors, on peut, par une espèce de chose trappe un peu absurde, nous faire comprendre que ce n'est pas de l'argent public. Moi, si demain, je vends ma maison et qu'avec cet argent, je finance un centre d'entraînement, ça reste quand même mon argent qui finance un centre d'entraînement. Donc, on parle bien d'argent public. Ce qui n'était pas raisonnable avant le Covid, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, c'est irresponsable. Parce que la ville n'a absolument pas les moyens de se dessaisir de ce foncier au bénéfice exclusif d'une société privée. Alors le BO, nous aussi, on l'aime. J'ai des joueurs rugbyman dans mon équipe. On est tous d'accord pour dire que c'est l'ADN de notre ville. Pour autant, un centre d'entraînement à 12 millions d'euros, non. Un centre d'entraînement dans des conditions plus raisonnables, dans 2 ans, 2 ans et demi, quand on aura, on va dire, mis en place toutes nos mesures post-Covid, pourquoi pas? Et dans tous les cas, à destination de l'ensemble des jeunes sportifs, c'est-à-dire de l'ensemble des jeunes biarros, toute activité sportive confondue. C'est-à-dire que s'il y a un centre d'entraînement et de formation, ça doit pouvoir aussi bénéficier à l'Omnisport à travers sa section natation, à travers sa section foot. Je ne vois pas pourquoi il y aurait juste le curseur d'entrée du rugby. Madame Arostegui, vous êtes d'accord avec ça? Non, ce qui est totalement déraisonnable, c'est d'avoir fait croire aux biarros depuis le début de cette campagne que ce centre de formation soi-disant à 12 millions serait à la charge des biarros. D'abord, nous n'avons jamais voté pour un centre de formation. Nous avons voté pour le lancement d'études qui permettraient ou pas d'avancer sur un centre de formation, des tribunes, d'avancer avec un calendrier et d'avancer avec un financement. En aucune façon, les mesures de Michel Venac ne seront les mesures de la prochaine mandature. Donc, nous choisirons avec qui nous allons financer, avec qui nous allons travailler. Et en aucun cas, nous n'allons reprendre à notre compte exactement le travail de Michel. Dans la dernier mot de conclusion, on passe juste dans la délibération qui a été votée au avant-dernier conseil municipal, c'est bien la vente du foncier d'Aguilera qui finance le centre d'entraînement. Je suis catégorique. Ce sont des terrains publics. Ce sont des terrains publics. Et quant à dire, pour l'instant, c'est juste une intention, on verra plus tard. Je rappelle quand même que pendant la période du confinement, a été lancé un concours de maîtrise d'œuvre pour choisir l'architecte pour Aguilera, ce qui n'a pas ému Madame Arostegui, à hauteur de 240 000 euros. C'est-à-dire qu'on a déjà engagé des frais très conséquents. Et moi, j'aurais préféré que ces 240 000 euros, on les mette au CCAS. Pour la Cité de l'Océan, qui avait fait couler beaucoup d'encre à une certaine époque, il y avait tout un tas de choses qui avaient été mises en œuvre en maîtrise d'ouvrage public et ensuite qui ont été reportées sur le partenariat public-privé. Donc, comme quoi, on peut commencer une opération en MOP et ensuite la basculer sur un autre mode de fonctionnement. Alors, moi, je ne crois pas que ce soit ce type d'argument qui soit important. Très bien. Quand on ferait, on ne s'en est pas ému, pardonnez-moi, car c'est la loi. Lorsqu'on lance ce type d'études... On n'était pas obligé. On pouvait le suspendre pendant le Covid. On pouvait le suspendre, mais on pouvait très bien dire. On l'avait lancé. C'est de la polémique. On l'avait lancé. C'est de la polémique. Alors écoutez, on va avancer un petit peu. On va parler de tourisme maintenant. Le tourisme qui est durement touché par la crise sanitaire. Les mesures annoncées par le gouvernement suffisent-elles à votre avis? On pense notamment à l'hôtel du Palais, qui est quand même un fleuron de la ville de Biarritz. Et monsieur Baruch, vous aviez évoqué à un moment donné la possibilité de revendre les parts sociales si vraiment la crise était trop forte. Est-ce que vous êtes toujours dans cette optique? Alors attendez, on n'en est pas du tout là. Pour l'instant, on a un bel hôtel. Si on peut le garder, on va le garder. Et si... On posera la question. On posera la question au Biarro. Vous avez changé d'avis, vous vouliez le vendre. J'ai dit que c'était une éventualité. Parce que moi, je n'ai pas de tabou, contrairement à vous. Nous sommes venus au secours de cet hôtel quand il était en difficulté. Maintenant, il est sur de bons rails. Est-ce qu'une ville a besoin d'être la seule ville au monde à gérer un palace? Moi, je n'en suis pas persuadé. Nous demanderons au Biarro. Mais au-delà de ça, nous avons un hôtel du Palais qui va rester fermé jusqu'au printemps prochain. Il y a des travaux. Il y a des travaux, donc ça va être la première saison depuis très longtemps sans un hôtel du Palais. Donc il faut à tout prix continuer sur notre lancée que nous avions initiée pendant le G7
de destination internationale responsable. Avec 9 villes françaises, Biarritz s'est positionné sur ce tourisme durable qui va à l'encontre du surtourisme. C'est un tourisme plus qualitatif qui permettra à chaque touriste, à chaque congressiste... Et dont l'hôtel du Palais est un atout. C'est tout à fait un atout. Donc nous irons vers un tourisme plus qualitatif en mettant les accents sur nos atouts, notamment au niveau gastronomique, et en privilégiant les transports doux, la bonne gestion des déchets. Ça, c'est le point écologique de votre programme. Oui, mais si vous voulez, l'écotourisme, c'est l'avenir. On est en train de dire qu'après cette crise, le tourisme revient au point zéro. Donc il faut réinventer un tourisme et Biarritz peut être un fer de lance par rapport à ça. Maïder Arostegui, l'hôtel du Palais, on le garde, on le chouchoute? Alors aujourd'hui, l'hôtel du Palais, il nous manque. On voit bien que tous les séjours qui vont manquer à cette saison vont peser dans le poids du budget de certains commerçants. Moi, de toute façon, depuis le départ, j'ai dit au Biarro que je les consulterai pour une décision majeure, que ce soit le devenir de l'hôtel du Palais ou que ce soit un changement de destination pour la Cité de l'Océan. De toute façon, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit la période la plus appropriée pour vendre cet hôtel, puisqu'il vaut certainement moins que le prix, en tout cas la valeur qu'il pourrait avoir dans plusieurs mois lorsqu'il sera ouvert et que, je l'espère, il marchera du feu de Dieu. En tout cas, Jean-Benoît Saint-Cric, vous, c'est votre priorité, l'hôtel du Palais. Vous êtes le seul candidat des 4 candidats ici à avoir voté pour sa rénovation. Tout à fait, et je suis heureux que vous le disiez. Mais on s'en souvient, monsieur Saint-Cric. Je suis heureux de vous l'entendre dire, effectivement, et je suis très fier de cela, parce que, effectivement, en tant que membre de l'opposition... Il coûte quand même très cher. Écoutez, ça coûte de l'argent, mais ça en rapporte beaucoup. Et effectivement, c'est quelque chose auquel les Biarros sont extrêmement attachés. Ça fait partie du patrimoine de notre ville. Et très sincèrement, que faire alors qu'il pleuvait dans les chambres, que nous attendions le G7, que la situation était devenue extrêmement urgente? Il fallait bien trouver une solution et sortir de l'impasse. Parce qu'en ce moment, ça serait fini. On ne pourrait même plus l'exploiter. Donc je pense que tout le monde va être absolument ravi de voir fonctionner ce très bel établissement. C'est vrai qu'il y a des travaux en cours, que nous profitons d'ailleurs de cette crise du Covid pour achever définitivement les travaux, de telle manière à ce qu'au mois de juin de l'année prochaine, quand ça va ouvrir, eh bien, ce sera prêt à fonctionner pendant 20 ans tranquillement. Nathalie Moch, vous en pensez quoi, vous, de cette rénovation de l'hôtel du Palais et le fait de continuer à dépenser un peu d'argent pour soutenir tout ça? Je vais vous répondre en 2 temps. D'abord, la ville a mis sous cloche le Palais, il ne faut pas l'oublier, pour 75 ans. Ça veut dire que l'assurance vie des Biarros est bloquée pendant 4 générations. Si la ville vend ses actions qui sont aujourd'hui détenues par la Socomix, elle peut en espérer à peu près 25 millions d'euros. La vente du Palais, ça aurait rapporté 250 millions d'euros. Donc c'est dommage, on ne pourra pas faire rentrer notre ville dans une ère nouvelle avec la vente du Palais. Donc c'est vraiment un rendez-vous manqué et malheureusement la situation post-Covid nous le rappelle avec beaucoup de sévérité. Ensuite, je voudrais vous répondre sur le principe même du tourisme. Comment l'envisager demain? Il a été dit des choses pas du tout exactes. La ville détient 136 960 actions au sein de la Socomix qui sont valorisées à 182 reste euros. Toujours propriétaire de son hôtel. Mais pendant 75 ans, pendant 75 ans. Et ça nous appartient toujours. Et nous sommes majoritaires dans la société d'exploitation. Monsieur Saint-Cric, nous sommes des avocats, on sait tous les deux de quoi on parle. Mais oui, précisément, on a un bail madame. amphithéotique dans lequel les murs sont partis pendant 75 ans. Si monsieur Baruc veut vendre quelque chose, c'est quoi? C'est forcément les parts qui sont détenues dans la Socomix. En l'occurrence, 136 960 actions détenues par la ville qui ont été valorisées lors de la dernière session à la compagnie financière du Louvre à 182 euros. Donc si on veut demain mais nous ne voyons pas du vendre... tout pourquoi ça serait vendu, madame. Mais c'était la proposition de M. Baruc. C'est pour ça que bon, je réponds que ça ne serait pas une bonne solution. Vous avez passé des années à dénoncer le fait qu'une ville gère un palace. Et aujourd'hui, vous trouvez ça très bien. Certainement. Donc non. Voilà. Écoutez, est-ce que je peux vous répondre sur la... Allez, on va laisser terminer M. Baruc. Non, mais attendez, moi j'aimerais remettre les points sur les i. Nous restons propriétaires, ça vous avez tout à fait raison. Tout ce qui se fait peut se défaire. Voilà. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut vendre. Mais ce qui s'est passé quand même, c'est qu'on a lourdement endetté cet hôtel via la Socomix. Avec les surcoûts des travaux, on peut se dire qu'il y aura grosso modo 100 millions d'euros à rembourser. Non, mais une paille. Au lieu des 85 millions annoncés. Pour le Palais, ce ne sera pas facile de suivre pour la ville. J'aimerais quand même faire une précision par rapport à ce qu'a dit Mme Arostegui sur Biarritz Océan et sur la Cité de l'Océan. Aujourd'hui, c'est un établissement qui a été remis à flot,
qui fonctionne, qui ne perd plus d'argent. Oui, Donc changer de destination comme vous l'évoquez, non, mais grâce à qui, c'est une absurdité. Qui est-ce qui a réussi à obtenir qu'effectivement nous ayons 400 000 euros de moins Madame par Arostegui an, est en retard sur le temps de parole, mais vous savez que nous sommes dans l'égalité des temps de parole. Madame Arostegui, quelle est votre position là-dessus ? Là-dessus, c'est-à-dire sur le fait de vendre ou pas vendre, garder l'hôtel du Palais. Alors, moi, je pense que tout ça aujourd'hui est une fausse question. Il faut que l'hôtel réouvre le plus rapidement possible. Il ne pourra pas le faire avant le mois de juin 2021. Nous espérons que les travaux pourront se faire dans les délais, parce qu'il y a cette thématique-là aussi. Et il faut que l'hôtel fonctionne. Donc je pense qu'au-delà des querelles du passé, au-delà du trait assez grossier avec lequel on a fait peur aux Biarros en leur annonçant qu'ils avaient perdu l'hôtel, je pense qu'aujourd'hui, il faut s'apaiser et il faut juste attendre que l'hôtel réouvre et accompagner les actionnaires et également la Caisse des dépôts et des consignations qui va rentrer dans le capital de la Socomix et qui va justement permettre de rétablir un équilibre avec l'actionnaire JC2Co Holding et espérer que en tout cas, tout ça prenez fonctionne. L'apaisement. On va, je vous l'avais promis, faire un petit tour de table. Nous arrivons malheureusement au terme de ce débat. Ça a été passionnant et rapide et soutenu. Donc on va faire un petit tour de table pour évoquer un petit peu vos priorités peut-être pour cette élection, vos envies par rapport notamment à ce second tour des municipales. Maïder Arostegui, vous avez la parole. Eh bien, ce que je voudrais dire aux téléspectateurs ce soir, c'est qu'avec 31,4% des suffrages, ils ont créé avec nous un pacte de confiance solide et durable. Par rapport à ça, mon équipe d'hommes et de femmes rassemblés autour de valeurs humanistes n'a pas été changée. Nous repartons avec la même liste. Et aujourd'hui, on vient de le dire, Biarritz a besoin de modération, Biarritz a besoin d'apaisement et Biarritz a besoin d'unité. Je propose, dans mon programme, de protéger les Biarros et de prendre toute une série d'actions rapides pour relancer l'activité économique. Et donc, je propose aux Biarros d'adhérer à ce programme de protection et d'action rapide. Nathalie Moch, un petit mot. Écoutez, il y a 60% des Biarros qui ne sont pas allés voter, donc je crois que le grand gagnant de ce scrutin, c'est l'abstention. Il faut beaucoup d'humilité dans ce résultat. Je crois que l'heure est au rassemblement. 6 ans, c'est long et ça peut suffire pour abîmer une ville. Et je crois vraiment qu'il faut que Biarritz rompe avec une tradition de médiocrité. Et aujourd'hui, on a besoin d'hommes et de femmes qui apportent des compétences, mais des compétences avérées, qui ont de l'expérience, qui seront capables de relever les défis de demain et de propulser notre ville avec un rayonnement international, un rayonnement culturel, un rayonnement touristique de haut vol, parce que Biarritz, c'est une pépite. Jean-Benoît Saint-Cric. Eh bien, je souscris à cette façon de voir les choses, car effectivement, c'est une liste comportant des compétences et de l'expérience que je présente aujourd'hui au Biarros, avec des gens qui ont bien travaillé, qui ont été appréciés, qui étaient donc des adjoints qui peut-être ne se sont pas fait mousser alors qu'ils étaient aux affaires, mais qui ont beaucoup travaillé et qui ont la confiance des Biarros qui plaisent beaucoup. Et pour ma part, ce que je souhaite être, c'est un maire de bon sens, proche des citoyens. J'ai fait ma carrière professionnelle d'avocat en recevant des gens, en donnant une solution aux problèmes qui étaient les leurs, et je souhaite faire la même chose pour mes concitoyens biarros. Je serai, je le crois, un maire de bon sens, prêt à faire la même chose pour les habitants de Biarritz. Et ce que je peux dire à mes chers concitoyens, c'est que si je suis élu maire, j'achèterai 3 paires de chaussures parce que je vais parcourir la ville en long, en large et en travers. Monsieur Baruch, une petite conclusion, s'il vous plaît, avant de clôturer ce débat. Après être passé par Biarritz, Victor Hugo redoutait qu'un jour Biarritz soit prise du mauvais appétit de l'argent et que Biarritz ne soit plus Biarritz. Nous y sommes aujourd'hui. Nous avons le choix entre 2 chemins à prendre. Nous sommes à la croisée des chemins. Les Biarros, le 28 juin, auront le choix entre, d'un côté, le conservatisme, l'amateurisme, l'affairisme, et d'un autre côté, l'humanisme, le professionnalisme, le progressisme que nous représentons au sein de notre liste. Ne vous trompez pas, chers Biarros, pendant cette élection du 28. Nous représentons la liste qui propulsera Biarritz comme capitale du développement durable, social et culturel. Voyons loin pour Biarritz. Très bien, merci à tous. Merci, oui, allez voter. Merci à tous d'avoir suivi ce débat. À suivre votre tranche d'information locale et régionale. Très belle soirée sur France 3. Merci. Merci. Merci.